Bonjour Stéphane, tu es auteur, romancier et documentaliste sur tout ce qui est tueur en série et tu l'as d'ailleurs interviewé, c'est ça? Oui, Et j'en ai donc, interrogé les premiers à la fin des années 70 et là ça fait depuis 2015 que j'en ai pas interrogé. Mais j'en ai filmé des entretiens avec pas loin d'une quinzaine de tueurs en série et tueuses en série différents. Et là, dès que le Covid sera terminé, je devrais pouvoir à nouveau recommencer des entretiens dans différents couloirs de la mort et prisons américaines, peut-être en fin 2021 ou 2022. ah oui, et en France aussi? En France, j'en ai croisé dans des prisons, mais je n'ai pas eu les autorisations pour le moment de filmer des entretiens. Ah oui, je dois imaginer que notamment si avoir des autorisations ça doit être très compliqué, enfin comment ça se passe pour tout ce qui est autorisation, il faut avoir des Il faut signatures. avoir l'autorisation, par exemple si c'est aux États-Unis, de ce qu'ils appellent le Department of Correction de l'État, c'est-à-dire l'administration pénitentiaire, puisque chaque État américain est indépendant. À partir de là, une fois qu'on a ce premier feu vert, il faut avoir l'autorisation du directeur de la prison, Oui. puis ensuite du détenu et quelquefois de son avocat. Donc c'est généralement des échanges par courrier ou par mail. Et puis parfois, je dirais une fois sur deux, le détenu veut avoir un rendez-vous téléphonique, donc qui est fixé avec la prison pour voir un peu, savoir quel type de questions je vais poser, etc. quoi. Ah oui, j'imagine que c'est des procédures assez longues sur le temps. Oh, ça peut se faire assez rapidement, en tout cas quand c'est négatif, on le sait très très rapidement. Ah oui, Quand c'est positif, ça prend un peu plus de temps. Et puis après, lorsqu'il y a un tournage qui est concerné, évidemment, faut déplacer une équipe, etc. Je ne suis pas producteur de mes images, donc on essaye, parce que c'est pas toujours les personnalités les plus fiables que l'on puisse rencontrer, c'est les sûr. tueurs ou tueuses en série. Donc à partir de là, on peut avoir, ça m'est déjà arrivé, d'être confronté à un tueur, il me fait un doigt d'honneur et puis il retourne dans sa cellule. Ah oui, Ou alors l'entretien se passe mal, il raconte que des sottises, des bêtises, pour ne pas dire des conneries. ah bah on peut le dire, hein. Et donc j'essaye en quelque sorte de mutualiser des entretiens, c'est-à-dire que soit dans la même prison ou dans le même état, ou si on se déplace avec une équipe, d'avoir deux, trois possibilités pour qu'on ait au moins un entretien, voire deux Ah oui, sur une les pierre de coups trois quoi. qui soient concrets, qui puissent aboutir. Ah oui. Et du coup, tu viens de nous dire que des fois il y a des choses qui se passent dans le négatif. Est-ce que tu as des exemples, on va dire, de choses extrêmes qui s'est passé dans tes entretiens? Oh, ben ça peut être un détenu qui va te cracher dessus, par exemple, qui va faire de la provocation. Et par exemple, avec Ed Kemper, ça s'est plutôt bien passé en général, Oui. mais lorsque je lui posais une question qui ne lui plaisait pas, comme il mesure plus de 2,10 m, qui fait 130 kilos, il se penchait par-dessus la petite table qui nous séparait, il posait son nez contre le mien et d'une voix un peu caverneuse, et il me disait: Stéphane, peux-tu me répéter la question? Voilà. Et dans ces situations-là, tu dois te sentir écrasé par la situation, non? Ou tu t'arrives à Non, non, l'affronter du non, regard? j'essaye d'être
mal de mes vidéos d'entretien Oui, je les ai visionnés d'ailleurs. sur YouTube ou ailleurs. J'essaye d'être assez cool. En fait, je balise plutôt le jour ou la nuit qui précède l'entretien où je dors relativement mal. Mais l'entretien en lui-même, je suis tellement concentré dans ce que je fais, dans l'analyse du comportement du tueur, dans l'analyse de son vocabulaire. Donc il faut que je fasse très très attention et de rebondir sur sa réponse. Donc à partir de là, ça demande une telle concentration qu'on ne pense même pas à avoir peur. Ah oui, c'est clair. Et du coup, à propos d'Ed Kemper, justement, tu nous as aiguillé pour Glénat. On a reçu le livre. Donc, à propos d'Ed Kemper, peux-tu un peu nous faire un petit topo sur Ed, justement, le présenter? Alors, Ed Kemper, né en 1948, il est relativement maltraité par sa mère. Ouais, ça on peut le voir dans le livre. Oui, qui se montre assez violente vis-à-vis de lui, alors qu'elle traite de façon beaucoup plus correcte les deux sœurs d'Ed Kemper qui ont le droit de dormir dans la maison à l'étage, alors que lui doit dormir dans un sous-sol, dans une cave, pas très loin de la chaudière qui assure le chauffage de la maison. Et lui, avec les flammes, a l'impression de dormir en enfer, parce que pour lui, la chaudière représente le diable, alors que ses sœurs sont au paradis, sont dans les étages. Voilà, donc déjà un fort ressentiment vis-à-vis De sa famille. de sa mère qui se manifeste. Ah oui, ça. Et justement, j'ai pu lire le livre en long, en large, en travers. Et d'ailleurs, c'est un super livre, super boulot. Des fois, il faut s'accrocher à certains passages. Et à propos de ces passages, est-ce qu'il y a dû quand même avoir des censures, que ce soit graphiques ou même verbales, à Alors, propos des dires de Ben? moi, je gère pas du tout l'aspect dessin, mais je travaille avec le scénariste, qui est le scénariste Jean-David Morvan. C'est lui d'ailleurs qui m'a contacté au départ pour éventuellement, si ce projet m'intéressait, ce qui était évidemment le cas, Ah oui. de diriger une collection sur les serial killers. Donc on sort à peu près 3-4 albums par an. Là, le Ed Kemper, c'est le 4e. Il y en a 2 autres en cours de préparation qui vont sûrement sortir d'ici fin 2021. Ah. Et a priori, si tout se passe bien, on devrait en faire une trentaine. Ah oui, c'est génial. Et est-ce qu'il y a, on va dire, tu peux nous dire à peu près les 2 nouveaux sur quel tueur ça concernerait? Oui, d'ailleurs, sur mon compte Instagram, ce soir, j'ai publié la couverture du prochain qui est consacré au BTK, Bind Torture, Oh, oh oui. Kill, Denis Rader, qui est un tueur particulièrement sinistre, qui a commis ses crimes dans le Kansas à Wichita et qui prenait aussi parfois des selfies sur ces scènes de crime. Et dans les périodes où il ne tuait pas, il revêtait certains des vêtements, sous-vêtements de ses victimes, se mettait une perruque de femme et rejouait en quelque sorte ces scènes de crime pour se prendre en photo avec un retardateur. Hein. C'est des photos particulièrement macabres, des selfies assez horribles. Ah oui, ça c'est clair. Qui seront d'ailleurs publiés à la fin de chaque roman graphique, puisque moi je fais à peu près, j'ai choisi les 30 tueurs en question, et à la fin de chaque volume, il y a à peu près une vingtaine de pages Ouais, où dossier, je retrace l'existence, la
la carrière criminelle des différents individus, où je poste des photos des victimes, et je retrace tout le parcours, enfance, etc., des tueurs ou tueuses en question. Donc là, ça, c'est le premier qui sortira après le Kemper. Et ensuite, on devrait faire le Dr Holmes, H.H. Holmes, Ah oui, oui, je vois. qui est un tueur du 19e siècle, euh, qui a tué aussi un grand nombre de victimes dans une maison Oui, c'est sa qu'il manière avait fait particulière. construire à Chicago, qui était totalement piégée. Il y avait des trappes où il faisait tomber ses victimes, etc. Et d'ailleurs, ça devrait être d'ici quelques temps, si les tournages reprennent, Leonardo DiCaprio qui devrait interpréter le rôle de ce docteur serial killer. Je ne sais pas si c'est un film qui sortira en plusieurs parties, etc. Ça pourrait être génial, Je en tout crois cas. savoir que le scénario est déjà prêt, mais c'est pas du tout une adaptation de notre roman graphique, puisqu'il s'agit plutôt de roman graphique que de véritable BD. Oui, oui, c'est sûr. Et justement, en parlant des dossiers, on va dire, qu'on peut retrouver à la fin, il n'y a pas eu des fois des échauffourées, des arrangements avec les familles des victimes ou même la famille de Kemper, parce qu'on voit des photos d'eux de cet ouvrage. Non, 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 il n'y a pas eu de problème particulier. Je connais la page Facebook de la sœur d'Ed Kemper, qui vient encore le voir en prison, qui avait témoigné lors de son procès en 1973, puisque, chose assez rare pour un tueur en série, il a téléphoné à la police pour se dénoncer Oui. après le meurtre de sa mère. Et d'ailleurs, as-tu des nouvelles d'Ed Kemper? Enfin, comptes-tu le revoir? Et as-tu, même par distance, des nouvelles de lui? Oui, oui, je me tiens au courant de ce qui se passe. Il a, en 2017, eu à nouveau un refus de libération conditionnelle lors d'une commission. On lui a refusé sa liberté et il a d'ailleurs l'an dernier écrit une lettre aux autorités pour dire qu'il renonçait à toute possibilité de libération conditionnelle. De toute façon, sa famille ne veut pas l'héberger, son demi-frère ou autre refuse de l'héberger si hypothétiquement il pouvait être libéré, ce qui semblait de toute façon Oui, probable. impossible. Et selon toi, Et, il s'est d'ailleurs rendu à sa dernière commission de libération conditionnelle sur un fauteuil roulant. Il se déplace maintenant dans la prison, la plupart du temps dans un fauteuil roulant. Parce que ça fait maintenant depuis 1973 qu'il est incarcéré, donc ça veut dire pas loin de 48 ans, 47 ans à l'heure actuelle. ah oui. Et à ton avis, bon, je pense qu'avec du coup ses conditions de santé, tout ce qui est chaise roulante et tout, s'il sortirait, est-ce que tu penses qu'il récidiverait? Non, je pense qu'il ne tuerait pas, contrairement à d'autres tueurs en série qui, lorsqu'ils sont libérés, ont recommencé à tuer. Je pense déjà, vu son état de santé, et en quelque sorte le meurtre de sa mère, Qui est une finale en soi. La série criminelle, quoi. Puisqu'il a toujours voué une haine féroce vis-à-vis de sa mère. Il la tue d'ailleurs de manière assez atroce, puisqu'il lui défonce le crâne à coups de marteau, il la décapite, il pose la tête sur un manteau de cheminée et s'en sert comme cible d'un jeu de fléchettes avant de violer le tronc décapité de sa mère. Ah oui. D'ailleurs, on retrouve tout ça dans l'ouvrage. Et à propos de l'ouvrage, est-ce que vous l'avez envoyé, vous l'avez fait parvenir à Ed?
Non, c'est une très bonne question puisque je me la pose moi-même et je suis toujours à me poser cette question. Je vais d'ailleurs ces prochains jours contacter le scénariste Jean-David Morvan pour savoir ce qu'il en pense. Mais j'envisage aussi, s'il est toujours vivant et dès que les vols pourront à nouveau s'effectuer en toute sécurité vers les États-Unis, j'envisage, s'il en est d'accord, de revoir Ed Kemper. Parce que ce serait intéressant de comparer le Ed Kemper que j'ai rencontré et filmé donc en 1991 pour voir s'il y a eu une évolution en ce qui le concerne. Ah oui, ça pourrait être très bien parce qu'en soi c'est le premier concerné, on va dire, dans ce livre. Oui, tout à fait. Et puis par ailleurs, je suis en train de terminer, puisque j'avais écrit en 93 un livre sur Ed Kemper, L'ogre de Santa Cruz, qui est épuisé, qui a été repris Oui. dans un ouvrage qui s'appelle Le Livre Noir des Serial Killers, qui est maintenant aux éditions Point en poche, et chez Grasset en grand format. Je suis en train d'achever une nouvelle version de mon livre sur Ed Kemper qui fera le double en taille de celui que j'avais écrit en 1993. Ah, ça peut être fort intéressant. J'ai publié des échanges de courriers, ses premiers interrogatoires, le jour où il s'est dénoncé aux autorités, ces interrogatoires avec la police n'ont jamais été publiés à ce jour et sont assez effrayants dans les détails que donne Ed Kemper, notamment de tous ces meurtres, puisqu'il tue ses grands-parents lorsqu'il est âgé de 15 ans, puis après sa libération d'un hôpital psychiatrique, il va tuer 8 jeunes étudiantes avant de tuer sa mère et la meilleure amie de sa mère. Et là, il donne des détails absolument Sordide. hallucinants sur notamment ses fantasmes nécrophiles, comment il a tué ses victimes, etc. Et ses premiers interrogatoires n'ont jamais été publiés à ce jour. Et à propos de tes entretiens, quel est l'entretien le plus effrayant, ton tueur le plus effrayant et l'expérience en soi que tu as eu la plus effrayante, que ce soit sur le terrain ou même dans des interviews ou quoi? Alors probablement le tueur le plus effrayant que j'ai rencontré, c'est celui que j'ai traité dans le volume précédent chez Glénat de la collection Serial Killers. C'est Gérard Schaeffer, qui était shérif adjoint au moment où il commettait ces différents crimes. Il dégageait véritablement Une aura maléfique lorsque je suis face à lui de la Florida State Prison, qui est une prison qui à l'époque, il y avait pas loin de plus d'une vingtaine de tueurs en série différents parmi tous les détenus. Et je me suis rendu aussi pour un documentaire qui s'appelle Tueurs en série et d'autres documentaires ou reportages. J'ai visité toutes les différentes scènes de crime de Gérard Schaeffer, les arbres dans un parc où il ligotait, torturait ses victimes. J'ai visité sa maison, ses différents domiciles, la maison de sa mère où il a été élevé, etc. Puisqu'à chaque fois, je ne fais pas vraiment un travail de journaliste qui va traiter, je dirais, un peu à distance. Moi, Oui, j'essaie c'est de clair. rencontrer les criminels, les enquêteurs, les victimes survivantes ou alors les proches de victimes, de visiter toutes les maisons, domiciles des tueurs, les différentes scènes de crime,
etc. Bon, c'est évidemment assez coûteux. Ah oui, c'est ça. J'essaye à chaque fois de me mettre en rapport avec une société de production, une chaîne de télévision, qui va me permettre comme ça de financer mes différentes recherches et voyages sur le terrain. C'est clair. Et du coup, tu parlais des rescapés. Comment s'est passé les entretiens avec les rescapés? Et as-tu un entretien où tu as vraiment voilà, craqué en écoutant les dires d'un rescapé qui t'a vraiment interpellé? Ah oui, 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 ça m'est arrivé à plusieurs reprises de rencontrer, bon, je donnerai pas les noms, mais des victimes survivantes de tueurs en série. Et c'est vrai que autant on peut pas avoir je dirais, d'empathie, de sympathie ou de lien avec un quelconque tueur en série, de rencontrer des proches de victimes ou des victimes, c'est toujours quelque chose qui est émotionnellement très difficile. Et je dirais aussi, il ne faut pas oublier, d'ailleurs dans chacun de mes volumes chez Glénat, il y a un texte que j'ai écrit qui s'appelle «N'oublions pas les victimes», Oui. parce que trop souvent dans les traitements des journalistes ou autres, ou même des médias, tout le monde connaît les noms de tueurs en série. Quand on pose la question, il va vous citer Michel Fourniret, Guy Georges, Patrice Salette, Ted Bundy, Ed Kemper ou d'autres. Mais lorsqu'on demande à ces mêmes personnes de citer le nom d'une victime, Il n'y a personne, ouais. là, les victimes sont un peu les oubliées. On va leur consacrer une journée lors des procès ou un petit article dans un journal, mais les victimes, sauf si elles sont très connues, comme Sharon Tate avec Charles Manson. Sharon Tate était à l'époque l'épouse de Roman Polanski, ou le couturier Gianni Versace, qui était célèbre, mais sinon les victimes sont toujours totalement Oublié, mise à l'écart. Et à propos, est-ce que tu as des, on va dire, en soi, une liste d'envie des tueurs que tu aimerais bien rencontrer, que ce soit en France, même en Belgique, comme on a Marc Dutroux en Belgique, vu que c'est une émission belge. As-tu des tueurs que tu as vraiment envie de rencontrer? Alors, ça va paraître, je souris, je ris un petit peu. En fait, j'ai jamais eu la moindre envie de rencontrer un quelconque tueur. Ah oui, mais je parle pour la documentation. Mais là, ça dépend aussi. J'ai des possibilités d'abord de les rencontrer. Donc, suivant les pays, les autorisations sont plus ou moins difficiles. Et maintenant, je ne fais plus que des entretiens, alors qu'autrefois, quand j'ai démarré, les entretiens n'étaient pas toujours filmés. Hein. Ah oui, oui. Quelquefois, ils étaient enregistrés avec un magnétophone, etc. Maintenant, je ne veux faire que des entretiens filmés. Or, la législation évolue, dans certains pays ils autorisent, dans d'autres non. Certains États américains, comme chaque État est indépendant, par exemple, Oui, c'est clair. La Floride, on a toujours la possibilité de pouvoir filmer ces entretiens. Hein. Autrefois, la Californie, c'était possible. Maintenant, ils ne veulent plus d'équipes de télé dans leurs prisons. Le Texas, autrefois, ne voulait pas de présence de caméras dans certaines prisons ou couloirs de la mort. Maintenant, ils l'acceptent. Donc, tout ça, ça évolue avec le temps, etc. L'Allemagne, c'est possible. La France, pour le moment, non, on n'a pas d'entretien filmé avec des tueurs en série. La seule exception étant des interrogatoires d'un tueur en série qui était à Mantes,
on a des interrogatoires avec un gendarme qui ont pu être filmés. Mhm. Et c'est à peu près la seule exception. Sinon, il n'y a pas d'autres entretiens filmés, par exemple en France ou en Belgique d'ailleurs, avec des tueurs en série. Et d'ailleurs, à propos de la France et de la Belgique, vu que ces derniers temps on a le Covid qui prend, on va dire, les médias, est-ce qu'il y a eu des cas de, même des cold cases, des cas de tueurs en série en France et en Belgique ces dernières années? Ah oui, bien sûr. Hein, j'ai pas fait un décompte exact sur la Belgique, mais en France, moi, quand j'ai démarré, on m'a dit oui, toi, t'es serial killer, en utilisant le terme anglo-saxon, comme si c'était un phénomène qui n'existait pas en France. Ah oui. Or, je suis en train de répertorier pour un futur ouvrage tous les tueurs et tueuses en série qui ont agi en France depuis 1800 jusqu'à nos jours, et j'ai déjà plus de 400 noms de tueurs et tueuses différents. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas inconnu. Oui, c'est clair. En Belgique, vous avez évidemment des cas très connus comme Marc Dutroux, mais il y a aussi d'autres tueurs beaucoup moins connus, Steven Dobioul, etc., qui sont un peu moins connus. Le dépeceur de Mons, qui à ce jour n'est pas encore identifié. Voilà, il y en a aussi, évidemment, en Belgique. Il y a eu des cas plus anciens, comme par exemple Marie Becker à Liège, etc. Oui, justement, j'allais te parler du dépeceur de Mons parce que nous, on est près de Mons, tout ce qui est Lille, et récemment, on va dire, si tu peux nous donner une fourchette, est-ce qu'on a entendu parler, même au sein de la police même, de cas justement de tueurs en série un peu qui étaient tués par les médias? Qui étaient tués par les médias? Oui, c'est-à-dire qu'ils restent en interne, quoi. Oh non, je pense que là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de choses cachées. Il peut y avoir des interrogatoires qui ne sont pas encore publiés ou du développement de l'enquête, mais sinon, non. Rien n'est caché de ce point de vue-là, ni en Belgique, ni en France. Ok. Et une question, quelque chose qui me trotte dans la tête depuis longtemps, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler, enfin de certains, par exemple, un très connu en Angleterre, je ne tombe plus sur le nom, mais des enfants, hommes ou femmes, tueurs en série. Oui, tout à fait. C'est malgré tout quelque chose qui est assez rare. Hein. On a un cas en Angleterre. Hein, oui, avec le chemin de fer, c'est celui-là qui me... Qui a tué des bébés et tout, qui depuis a été libéré, qui a changé d'identité. Et récemment, en Inde aussi, on a le cas d'un enfant qui a 11 ans, a tué 2 bébés, un membre de sa famille, Ah oui. et après un autre en fracassant le crâne. Et là, son cas doit être examiné puisqu'il a atteint sa majorité, donc à savoir s'il va être libéré ou non. Apparemment, il ne fait pas preuve du moindre remords, donc voilà, j'essaie de me tenir au courant de tout ce qui se passe à travers le monde sur les tueurs en série, et je parle à peu près de toutes les affaires criminelles sur ma page Facebook. Qui s'appelle Officiel Stéphane Bourgoin en attaché, où je publie à peu près 10 à 20 articles tous les jours sur des affaires criminelles à travers le monde. Pas seulement des cas de tueurs en série. Ah oui, ça justement, on partagera le lien sur notre page Facebook. Et aussi, on va dire, tu mettais un peu le point sur les femmes tueuses en série. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous en citer des connus, parce qu'on connaît des Ed Kemper, Gérard Schaeffer, tout ça c'est des hommes, mais on va dire de la place de la femme dans les tueurs en série, peux-tu nous en parler? Oui, il y a
Michel Fourniret. Oui, notamment le plus connu en France. On a les époux West en Angleterre, Fred et Rosemary West, la maison de l'horreur à Gloucester. Mais il y a aussi des tueuses solitaires. Et lors de notre époque contemporaine, elles représentent à peu près 12 à 15% par rapport aux tueurs en série masculins. Alors que, à ma grande surprise, là, comme je l'ai dit plus tôt, j'essaye de répertorier tous les tueurs et tueuses en série français de 1800 à nos jours. Et au 19e siècle en France, à ma grande stupéfaction, j'ai découvert qu'il y a à peu près 40% de femmes tueuses en série. Ah oui, Alors, ah oui, c'est pas rien. Ça m'a beaucoup étonné. Il y a des raisons sociales. Alors, très souvent, c'est des domestiques de ferme qui ont été engrossés par le fermier et qui leur donnent, par exemple, de l'argent pour se débarrasser des enfants. Ou au 19e siècle, et même encore maintenant, à la première moitié du 20e siècle, quand vous êtes une femme célibataire et que vous avez un enfant, vous êtes assez mal vue et perçue par la société. Donc il y a beaucoup de femmes tueuses en série qui vont tuer leurs propres enfants, des infanticides. Il y a aussi quasiment une absence totale ou presque totale d'actes sexuels pour les femmes, très très peu, par exemple de femmes cannibales. On va avoir aussi beaucoup d'infirmières de la mort Oui. qui vont tuer des enfants bas âge ou des personnes âgées dans des hôpitaux, des cliniques, etc. Et c'est des crimes beaucoup plus insidieux et beaucoup plus cachés que leurs, entre guillemets, confrères masculins, puisqu'elles vont quasiment jamais utiliser d'armes à feu, pas d'armes blanches, ça va être l'asphyxie, la strangulation ou surtout le poison ou l'injection létale. Donc pas forcément des crimes Sur des fantasmes, quoi. facilement détectables. Donc en général, c'est pas des fantasmes, c'est plus, on va dire, par obligation, enfin, si je puis dire. Oui, et puis quelquefois, éléments psychologiques ou matériels. Et je pense que leur nombre, et je suis pas le seul à le penser, beaucoup de psychologues ou d'enquêteurs pensent aussi que leur nombre est sous-évalué par rapport à la réalité. Puisque, Oui. par rapport aux hommes, les hommes, quand ils tuent à l'arme blanche ou avec une arme à feu, les crimes sont facilement Détectable. repérables. Ah oui, c'est clair. Tandis que quand on utilise le poison, la suffocation, certains de ces crimes peuvent apparaître comme des morts naturelles. Ah oui, ça fait peur, quoi. Ça fait froid dans le dos. Et généralement, les femmes commencent plus tard leur série criminelle par rapport aux hommes, qui démarrent généralement au sortir de l'adolescence ou quand ils sont âgés d'une vingtaine d'années. Donc lorsque on arrête un tueur en série qui a 60 ans, en règle générale, ça veut dire qu'il a déjà une longue carrière Donc, oui, criminelle derrière lui. en effet. Les femmes commencent beaucoup plus tard, vers une trentaine d'années en règle générale. Et à propos, je sais pas si tu suis tout ce qui est les réseaux comme TikTok ou quoi, mais depuis une sortie de la série American Horror Story qui parle de Richard Ramirez, j'ai vu, même moi personnellement, beaucoup de communautés de femmes qui sont totalement amoureuses de Richard Ramirez, en publiant des vraies photos de lui et tout. Est-ce que ces cas-là, ça arrive souvent niveau psychologie? Est-ce qu'il y a un élément Oui, qui ça fait... arrive très très souvent, y compris des tueurs homosexuels comme John Wayne Gacy qui a été exécuté, qui a reçu des demandes en mariage, et Ed Kemper, encore ces dernières années,
recevait des lettres d'amoureuses, notamment de deux femmes qui voulaient absolument l'épouser, dont une française, Ah bon? toujours en correspondance avec lui, et une Australienne qui l'a demandé en mariage, et il a reçu beaucoup de visites de femmes dans sa prison, oui. Et d'ailleurs, toi qui es en soi documentaliste, qui les approche de près, as-tu ces cas-là? Pardon? Et toi qui t'approches au plus près de ces tueurs, est-ce que tu as eu ces cas-là, mais vis-à-vis de toi, de femmes... Non? Non, non, non. Moi, je suis souvent approché, oui, par des fans de tueurs en série, quelquefois des gens qui peuvent être dangereux, oui. Ah, ça c'est clair, à partir de ce moment-là, c'est en soi dangereux. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui fait, une aura, comment ça se fait qu'elle tombe amoureuse juste de quelqu'un qui a massacré des personnes, qui a commis un acte atroce, quoi? Ben, je dirais que ces femmes-là, elles peuvent pas, par exemple, approcher un Brad Pitt, un Robert Redford, et donc elles ont souvent une existence qui est assez terne, assez grise, et elles vont approcher donc d'autres types de célébrités, entre guillemets. Ça, c'est pour une certaine partie d'entre elles. Pour d'autres, il y a peut-être quelquefois l'instinct maternel qui va jouer. Oui. C'est-à-dire qu'elles pensent qu'elles et elles seules sont capables de déceler l'être humain qui se cache derrière la figure du monstre, entre guillemets, quoi. Et qu'elles vont être en quelque sorte leur sauveur. Et à propos d'once d'humanité, est-ce que tu as su en percevoir ou est-ce que on a essayé de te les montrer via des entretiens avec ces personnes? Alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde mon entretien avec Ed Kemper, Oui, on peut voir qu'il est amical. Enfin, même moi, ça m'a choqué quand j'ai vu les entretiens. Je me suis dit, si on saurait pas les faits, la personne a l'air d'être normale, tout à fait amicale. Enfin, Oui, mais en même temps, faut pas oublier que il raconte ses crimes dans les moindres détails. non, mais c'est ça le plus sordide, quoi. C'est que, total, hein. c'est que quand on ici parlerait par exemple de, je sais pas, de films, on jugerait pas qu'il aurait un problème, quoi. Oui, oui. Bon, pour par exemple, un autre tueur, Otis Toole, un tueur cannibale qui est homosexuel. Avec l'histoire de la sauce. Oui, et puis qui me proposait de m'envoyer une bague de fiançailles et qui m'écrirait des très gentilles lettres par la suite, hein. Donc, j'ai un autre tueur homosexuel, l'ange de la mort, un infirmier, qui a tué des dizaines de personnes, Donald Darvey, qui là aussi, je lui avais un petit peu tapé dans l'œil, hein, à la fin de l'entretien. Et à propos, tu me parlais de l'ange de la mort. Je sais pas si tu savais, le groupe de métal Slayer a fait une chanson Angel of Death. Et au niveau tout ce qui est adaptation cinématographique, même musicale, est-ce que c'est souvent fidèle ou beaucoup romancé? Oh, c'est très souvent romancé, mais j'ai fait beaucoup de bonus en DVD sur des films de serial killer ou d'autres films d'ailleurs, puisque tous mes premiers livres sont des bouquins sur le cinéma, mais il y a des films, oui, qui sont très très impressionnants. La première version de Dragon Rouge, le roman de Thomas Harris qui a écrit Le silence des agneaux. Excellent film. Le sixième sens de Michael Mann est un film absolument remarquable, bien meilleur que le remake de ces dernières années, Dragon Rouge, qui est très médiocre. Et puis il y a un film majeur pour moi, c'est Henry, Portrait of a Serial Killer, qui est un chef-d'œuvre de film de tueur en série.
Et à propos, si tu pourrais nous faire une petite liste du pire au meilleur, que ce soit niveau série et film, d'adaptation, enfin d'inspiration de tueurs en série. Alors, À le chaud, hein, pire, comme il y en ça, a. hein. Ouais, le pire, il y en a beaucoup. Parmi les meilleurs, il y a une série anglaise qui est pas très connue, qui date un petit peu, qui s'appelle La part du diable, qui est très très bonne. Puis plus récemment, cette série produite et réalisée en partie par David Fincher. Mindhunter, bah oui, Mindhunter, oui. ça c'est clair. Et Le tueur en série vedette est d'ailleurs acteur. ouais, lors d'une des saisons, et je sais pas si t'as entendu parler, il y a des bruits de couloir comme quoi c'est fini Mindhunter. Alors pour le moment, David Fincher a plusieurs projets cinématographiques, toujours avec Netflix d'ailleurs, et donc pour le moment il a mis de côté Mindhunter, mais ça, oui, la série pour le moment est suspendue. J'espère que ça pourra revoir le jour, hein. Parce qu'avec Mais ça BTK, m'étonnerait fortement que la série ne revienne pas d'ici quelques années, puisque ça a fait un tel carton auprès des abonnés de Netflix que je vois mal comment cette série ne pourrait pas continuer. c'est clair, parce que quand on voit, il y a une continuité à la fin de la saison avec BTK, il me semble que c'était bien BTK. Donc, Oui, tout à fait, oui. et à propos, est-ce que en ce moment, tu travailles sur des cold cases? Ah bah, j'essaye de me tenir au courant sur des dizaines d'affaires que je suis de plus ou moins près. Je continue toujours à m'intéresser peut-être au cold case le plus célèbre de tous les temps Dahlia en Noir? matière de tueurs en série, c'est Jacques Léventreur. Hein. Ah oui, oui, forcément. Ouais, puisque j'ai fait deux bouquins sur Jacques Léventreur, et donc c'est toujours une affaire qui me passionne, sauf que mes bouquins sont un peu frustrants pour les lecteurs, puisque contrairement à tous les autres, des centaines d'auteurs qui ont écrit sur Jacques Léventreur, qui prétendent détenir la vérité et avoir identifié le coupable, moi je termine par un point d'interrogation Ah, c'est clair. en disant que je suis incapable de dire qui est Jacques Léventreur. Ça serait plus, on va dire, les moyens scientifiques de l'époque qui ont permis ça? Ou selon toi, tu crois qu'ils étaient vraiment tout près de le trouver? Oh, bah, l'enquête a été avec à l'époque il n'y avait pas d'ADN, pas d'empreinte digitale. Elle a été quand même relativement bien menée par les policiers à cette époque, contrairement à ce qu'on peut dire. Mais c'est vrai que il était difficile de pouvoir traquer un tueur dont la psychologie et les rituels sont très particuliers et qui étaient tout à fait ignorés à cette époque-là, 1888. Ne l'oublions pas. Ah oui, ça c'est clair. Et à propos, j'ai deux petites questions, on va dire, que j'ai envie de poser en même temps parce que ça m'est venu en tête. Comptes-tu, avec Glénat ou même toi-même, faire un livre sur Jeffrey Dahmer? Parce que j'ai beaucoup vu des documentaires sur lui, mais en soi, j'ai jamais été, on va dire, assez informé. Donc, est-ce que tu comptes parler de lui? J'ai fait un livre sur Jeffrey Dahmer, d'ailleurs dans la même collection en 93 où j'avais fait un livre sur Ed Kemper qui s'appelle Le cannibale de Milwaukee. Et que j'ai repris et réactualisé dans mon bouquin Le livre noir des serial killers. Et il figure Jeffrey Dahmer, bien sûr, dans notre liste des albums à venir pour la collection chez Glénat. Alors quand ça, on ne peut pas le dire pour le moment, mais il est évident qu'on va parler, écrire et dessiner sur
sur Jeffrey Dahmer. Et à propos de, on va dire, de la France, parce qu'on entend beaucoup parler outre-Atlantique, mais est-ce que il y a eu des nouvelles sur une histoire qui avait fracassé la France il y a quelques années sur Nordal Lelandais? Alors sur Nordal Lelandais, oui, je suis beaucoup intervenu dans les médias, les télés, BFM TV, CNews, LCI, etc. sur le cas de Nordal Lelandais. Je pense qu'on en est encore Loin. au début des investigations. Il va y avoir probablement l'année prochaine, ou peut-être fin 2021, un premier procès de Nordal Lelandais concernant la petite Maëlys. Mais pour Nordal Lelandais, il y a encore beaucoup de périodes où on peut penser qu'il est actif de manière criminelle. Donc il faudra encore pas mal de temps avant de pouvoir le cerner de ce point de vue-là. Je pense que il faudra, si jamais on décide de faire un album sur lui chez Glénat, ce sera parmi les derniers titres. Mais pour le moment, je ne l'ai pas inclus dans la liste Oui, c'est assez flou. des 30 criminels, parce que d'abord, il n'a pas été jugé, donc même s'il a avoué pour la petite Maëlys, il est toujours présumé innocent tant qu'il n'a pas été condamné. Ah oui. Et pour toi, comptes-tu l'avoir en entretien? Et aussi, qu'avais-tu pensé de l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès il y a 1 ou 2 ans, comme quoi on l'avait soi-disant retrouvé? Alors pour Nordal Lelandais, non, c'est impossible de pouvoir le rencontrer avant un quelconque jugement définitif. En plus, il a un avocat qui est assez percutant, donc c'est quasiment mission impossible. Quant à Xavier Dupont de Ligonnès, c'est plutôt un tueur de masse, Oui. un tueur en série, et je pense que cette soi-disant identification en Écosse de Xavier Dupont de Ligonnès était parfaitement ridicule. Oui, j'avais bien rigolé. Je voulais pas te le dire, mais ça m'avait bien fait rigoler quand on compare les photos, quoi. Ah oui. Ça m'avait carrément fait bien rire, quoi. Ressemblance entre Xavier Dupont de Ligonnès et la personne qui avait été interpellée dans un aéroport. Et aussi, tu nous as parlé du Dragon Rouge il y a pas longtemps, a fêté les 30 ans du Silence des Agneaux. Qu'as-tu pensé de ce film? Pour moi, c'est un film de chevet, je trouve extraordinaire, je sais pas toi. Moi, j'adore Le Silence des Agneaux, mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour la première apparition d'Hannibal Lecter, puisqu'à cette époque-là, il s'appelle Hannibal Lecter dans le film, L-E-K-T-O-R, et pas Hannibal Lecter. Oui. Et dans le film Le Sixième Sens de Michael Mann, qui est un film un peu moins connu, mais sinon j'adore Le Silence des Agneaux, qui est un chef-d'œuvre absolu. Et d'ailleurs, je l'ai annoncé sur ma page Facebook. Vous pouvez maintenant, par des plateformes style Airbnb, bientôt on pourra louer un logement dans la maison où Buffalo Bill, à la fin du film, séjourne avec son puits et tout. Donc, Ah ouais. puisque la maison qui a servi de décor est une maison réelle, mis à part le puits et la cave, mais la maison qui a été utilisée pour le tournage vient d'être vendue et les nouveaux propriétaires ont indiqué qu'ils vont louer des pièces. Ça va être une maison d'hôte, donc on pourra loger dans la maison qui a servi de
décors. Ouais, ça pourrait être un bon lieu de pèlerinage. Et aussi, désolé pour, pour le bruit, mais excuse-moi, attends, je relis ma fiche. Est-ce que tu penses que je t'ai parlé au début de notre projet de film, notre film quoi, parce qu'il est déjà tourné, et il parle un peu tout ce qui est dark web, tout ce qui est red room. Je sais pas si tu as entendu parler. Pour toi, est-ce que ça existe ou comme les snuff movies pour 8 mm. Oui, il est évident que ça existe. Hein. Des tueurs en série qui ont filmé leur meurtre, c'est assez rare. On a quelques cas, notamment les maniaques de Dniepropetrovsk en Ukraine, qui filmaient les tortures qu'ils infligeaient à leurs victimes Oui. et autres. Ou aussi récemment sur Netflix avec Don't Fuck With Cats, je ne tombe plus sur le nom du tueur. Oui. Mais en règle générale, les tueurs en série vont plutôt photographier leurs crimes que les filmer. Sauf que maintenant, il est évident qu'avec le téléphone portable, c'est peut-être plus facile pour eux. Mais pour le moment, mis à part 3-4 cas connus, évidemment, c'est des vidéos qui ne vont pas diffuser sur Internet, que ce soit Internet habituel ou même le dark web, parce que on pourrait remonter leurs traces. Facilement. Oui. Donc, pour toi, tout ce qui est snuff movie ou quoi, ça existe réellement, quoi. C'est un fait. Ça existe réellement, c'est évident. Et d'ailleurs, il y a un premier film, d'ailleurs assez ancien, qui date de 1960, qui est remarquable, qui est un peu oublié, de Michael Powell, Peeping Tom, le voyeur, Oui. où on voit un tueur filmer ses propres crimes, à l'époque avec une caméra Super 8. Donc c'est quelque chose qui déjà était dans les tuyaux, du moins cinématographiquement, il y a 60 ans. Et justement, vu que notre film en soi, le tueur porte un masque sadomasochiste, est-ce que ce fait de tout ce qui est bondage sadomasochiste a un lien proche ou loin avec tout ce qui est fantasme de tueur, comme notamment Gérard Schaeffer qui était un peu plus dans le bondage aussi? Oui, tout à fait. Il y a quand même un certain nombre de tueurs en série, Gérard Schaeffer, Jeffrey Dahmer, le BTK Dennis Rader, qui utilisaient des liens, des menottes et autres pour assouvir leur fantasme de bondage vis-à-vis de leurs victimes. Et au niveau tout ce qui est judiciaire, pour toi, penses-tu qu'un avocat est vraiment nécessaire à quelqu'un qui a déjà avoué ses crimes? Est-ce que ça t'agace des fois des avocats trop insistants envers leur client qui est un tueur ou quoi? Je pense que de toute façon, tout criminel a droit à un avocat, qu'il soit commis d'office ou autre. Donc pour moi, c'est quelque chose qui ne me choque pas. Ça, je peux le comprendre. Hein. Même si, quelquefois, les éléments qu'ils présentent lors des défenses tendent à vouloir prouver, je dirais pas l'innocence, mais par exemple l'irresponsabilité de leurs clients. Et à propos, tu nous parlais de cinéma, as-tu déjà aidé des producteurs, réalisateurs de films, ou même des acteurs à les orienter, soit dans leur rôle, ou niveau documentation pour des adaptations? Ah oui, c'est arrivé. Quelquefois, la réalisatrice Anne Fontaine est venue me rencontrer, Frédéric Schoendorfer, pour le film, d'ailleurs, qui est remarquable, un des meilleurs films français sur des tueurs en série, Scène de crime,
avec Charles Berling et André Dussolier. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil dans le film, puisque la première victime porte mon nom Ah oui. dans le film. Il y a eu récemment, à une de mes conférences débat à Paris, il y a l'acteur Tahar Rahim qui est venu et avec qui j'ai discuté. Oui, oui. Je m'en souviens ça de... Là, il doit maintenant, il va bientôt, je pense d'ici une semaine, 10 jours, on va diffuser Le Serpent, qui est sa série où il interprète le tueur en série véridique Charles Sobrage, surnommé Le Serpent. Ça, j'attends avec impatience la série en question. Oui, c'est une Netflix, il me semble. Je crois que j'ai vu que tu as partagé le lien récemment. Oui. Un article, oui, c'est bien ce qui me semblait. Et tu avais aussi écrit un livre, Le tueur qui rêvait d'être Dexter. Et à propos, y a-t-il, au contraire, des tueurs qui se sont, ou tueuses qui se sont inspirés de leurs fantasmes d'adaptation de romans ou de films pour commettre de vrais crimes? Je dirais non, pas trop souvent, contrairement à ce que la fiction veut nous faire croire. Mais par contre, ces tueurs, dans les périodes de temps où ils ne tuent pas, ils peuvent avoir des périodes de rémission, quelquefois de plusieurs années, même si c'est assez rare, vont avoir besoin de nourrir leurs fantasmes. Donc, vont regarder des documentaires, des reportages sur les tueurs en série, ou des films de fiction concernant ce type de criminels, pour en quelque sorte nourrir leurs fantasmes et les alimenter dans les périodes de temps où ils ne tuent pas. Alors ils ne vont pas tuer, quelquefois parce qu'ils n'en ont pas la possibilité ou parce que la pression des enquêteurs est parfois trop forte et vont les empêcher de tuer, ou alors parce qu'ils sont en prison quelquefois pour d'autres types de crimes. Puisqu'on ne naît pas tueur en série, on le devient en franchissant un certain nombre de paliers dans la délinquance dite ordinaire. Et pour toi, quel est justement l'ultime palier à franchir? L'ultime palier, je pense que hélas, il n'y a pas d'ultime palier. Ils ont déjà été franchis par bon nombre de tueurs en série par le passé ou à présent. Quand on voit les crimes commis par Gilles Devray, qui a combattu aux côtés de Jeanne d'Arc, ou de Joseph Vacher, l'éventreur du Sud-Est, qui a été interprété au cinéma par Michel Galabru, dans le film de Bertrand Tavernier, Le juge et l'assassin, on voit quand même des crimes d'une horreur sans nom. Je dirais que peut-être maintenant les outils pour piéger les victimes avec les sites de rencontres, Internet, etc., le téléphone mobile leur offrent peut-être de plus grandes possibilités, mais permettent aussi cette technologie de les arrêter plus rapidement que par le passé. On a l'ADN, évidemment, on a Internet, et puis on a l'ADN par parentalité. On a arrêté il y a quelques années de cela un tueur en série qui œuvrait il y a plusieurs décennies, le Golden State Killer, qui est un ancien policier et qui a été identifié grâce à un site de généalogie. Ah oui. Et justement, à propos de la technologie, est-ce qu'il y a eu un rebond au niveau de résolution d'affaires ou d'envie de meurtre de certains à cause de tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, YouTube Je dirais que oui,
pense qu'on va avoir rarement maintenant des tueurs en série qui vont pouvoir commettre leurs crimes pendant des décennies, qui vont tuer 50, 80 ou 100 victimes et plus, parce que ça va être rendu extrêmement difficile avec les progrès technologiques. Est-ce que ça nourrit les fantasmes? Franchement, je ne le pense pas, hein, parce que les fantasmes sont déjà tellement forts en eux que c'est pas parce qu'ils vont regarder tel ou tel film ou lire tel ou tel bouquin ou voir tel ou tel reportage que ça va les pousser à commettre un acte criminel. C'est déjà trop fortement ancré en eux. Et pour toi, le pire crime auquel tu aies pu, on va dire, entendre parler, Le pire crime, le plus sordide, le plus malsain, enfin même s'ils ils le sont tous, mais un qui t'a particulièrement touché de près ou de loin. je dirais peut-être les crimes de celui qui inspire le personnage de Buffalo Bill dans Le Silence des Agneaux. Ed Gein. Ed Gein, oui. De se fabriquer des masques en peau humaine, de se revêtir avec la peau de ses victimes, de fabriquer des meubles à partir des ossements de ses victimes. C'est quelque chose d'assez effroyable, hein. Bien qu'il n'ait en fait connu que relativement peu de crimes, je dirais que c'est un personnage qui est assez hallucinant dans l'ampleur de ses fantasmes. Je vois, et justement, on entend dans énormément de films que les inspirations ont été Ed Gein. Pourquoi Ed Gein, particulièrement lui, Parce qu'il inspire aussi directement le personnage, le héros joué par Anthony Perkins dans le film Psychose d'Alfred Hitchcock, qui s'appelle Norman Bates, Oui. et qui a été écrit par un auteur. On oublie toujours que derrière le film Il y a un roman. est très fidèle au roman. C'est clair. Un roman de Robert Bloch qui est magnifique. Robert Bloch, j'ai traduit des dizaines de textes de lui pour différents éditeurs en France. C'était aussi un ami. Et Robert Bloch, d'ailleurs, a été, puisqu'il est décédé maintenant, le parrain de mon fils. Ah oui, carrément. Bah félicitations pour ça, c'est génial. Et as-tu d'autres de nouveaux projets, que ce soit au niveau de la télévision ou de tes écrits? Il y a déjà la série des BD en cours chez Glénat. Je travaille sur un bouquin que je vais appeler Serial Killer Made in France, justement où j'essaye de répertorier tous les tueurs et tueuses en série français depuis 2 siècles. Je termine ma nouvelle version d'un livre sur Ed Kemper. Et puis, j'ai un livre aussi que j'ai terminé qui devrait s'appeler Zézago, le clan des vampires tueurs, sur un détenu que j'ai rencontré qui, à l'âge de 15-16 ans, a créé une secte de vampires tueurs dont il était le gourou, Roderick Ferrel, le vampire de Steve. Et c'est un livre qui devrait peut-être être préfacé par Jacques Pradel, qui pendant des années a travaillé pour la télévision française sur les affaires criminelles et a fait pour RTL. Et en Belgique, c'était repris ses émissions sur la version radio de RTL en Belgique, l'heure du crime. Ah oui, je vois, ça risque d'être très intéressant. Et as-tu aussi eu affaire, en parlant de ça, à des histoires sectaires, de culte, de Belzébuth, des choses comme ça, culte de la mouche, tout ce qui touche de près ou de loin? Il y a eu
disais là, avec Roderick Ferrell en Floride, qui a créé une secte de jeunes ados vampires. Il y a eu Charles Manson. Hein. Ah oui, c'est le plus connu, ça c'est clair. C'est le plus connu. Puis il y a eu d'autres cas de sectes, mais c'est quand même relativement rare. Oui. On a quelquefois des duos, des trios de tueurs en série, mais des sectes qui commettent des crimes en série, c'est un peu plus rare. Et deux questions, que penses-tu de la on va dire, comment a été joué Charles Manson dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, et quel tueur, tueuse aimerais-tu voir un jour à l'écran, adapté à l'écran? Ah Manson, c'est vrai que c'est, je dirais, l'idéal pour un acteur de pouvoir interpréter le rôle de Charles Manson, hein, qui apparaît d'ailleurs dans la série Mindhunter. Mindhunter. Hein. D'ailleurs, l'acteur est assez fabuleux. Elle est totalement ressemblant. Oui, oui. Quel tueur j'aimerais voir à l'écran, il y en a tellement que... Pour toi, l'un des plus pertinents, choquants, ou le plus de développement psychologique, enfin, quelque chose qui te... J'attends de voir, là, il passe déjà en avant-première sur la plateforme Salto, et il va passer le 15 mars sur TF1. J'attends le téléfilm sur Michel Fourniret avec impatience, puisque j'ai écrit un livre sur Michel Fourniret. Oui, aussi chez Glénat. Je suis épuisé maintenant, et je suis le fil rouge d'un 52 minutes aussi qui avait été diffusé en novembre 2018 sur par France 2, dans la case qui est présentée par Laurent Delahousse le week-end, sur Michel Fourniret. Donc c'est un cas que je connais très bien. Et là, je termine une nouvelle édition d'un bouquin sur Michel Fourniret avec un journaliste de l'Union et de l'Ardennais, Philippe Dufresne. On va révéler un certain nombre de choses totalement inédites concernant Michel Fourniret. Ah oui, ça peut être très intéressant de se revoir là. Comment ? Ça pourrait être très intéressant de se revoir là à sa parution pour en parler notamment. Oui, tout à fait. Et as-tu eu l'occasion de voir Michel Fourniret? Parce que quand j'ai vu ton interview pour QG, tu n'avais pas encore eu l'occasion. Est-ce que maintenant il y a eu des avancements? Non, j'ai pas effectué de demande, donc pour le moment, tout simplement parce que j'ai déménagé, donc j'ai tout à fait quitté la région parisienne, donc tout ça demandait beaucoup de travail, d'aménagement, qui ne sont pas terminés, puisque ma bibliothèque personnelle comporte pas loin de 20 000 ouvrages. Hein. Ah oui. La plupart du temps traitant de criminologie, de polar, et j'ai pas loin de 10 000 DVD aussi. Ah bah, nous aussi on a une sacrée collection. Et en parlant de ça, hors de tout ce milieu, on va dire un peu macabre, quels sont tes hobbies ou tes passions dans tout ce qui est roman, DVD ou quoi, justement? Alors, mes grandes passions, en fait, n'a absolument rien à voir, c'est la cuisine. Je suis passionné de cuisine, et je poste d'ailleurs de temps en temps... Des plats, oui. Oui, certains de mes plats, je poste pas tous les jours, mais je pourrais le faire, puisque j'adore cuisiner, j'adore faire les courses, et donc ça c'est ma vraie passion, c'est la cuisine. Oui, parce qu'on t'a toujours, enfin, au niveau des médias, vu sous un angle que tu vivais dans un milieu sombre, entouré de tueurs, de faits criminels. Et justement, d'après ce que tu as dit, tout cette aura n'a pas eu d'influence sur toi de près ou de loin, quoi. Ça a forcément
influence, mais je m'occupe aussi, j'ai toujours eu la plupart du temps des chats, et en fait, là, depuis que je suis installé, il y a un petit chat qui est venu rejoindre notre maison, c'était un chat SDF, et qui nous occupe beaucoup, hein. Ah oui, les animaux, ça nous occupe énormément, surtout pendant le confinement, quoi. Et j'ai toujours eu des chats. Hélas, mes 2 chats précédents sont décédés en l'espace de 2 ans. Ah. Je les adorais. Désolé. Et voilà, ça c'est quelque chose dont on a du mal à se remettre. Ça, c'est clair, beaucoup de gens disent ouais, non, les animaux, mais non, pour moi, je les considère comme un humain, enfin, Oui. c'est sûr. Puis moi, C'est clair. je nourris là en ce moment en hiver les oiseaux dans le jardin quotidiennement. Donc je suis très très Près de la nature. oui, près de la nature, des animaux et autres, à tel point d'ailleurs que je mange d'ailleurs quasiment plus de viande maintenant. Ah oui, vers le véganisme, quoi. Et Oui, j'en mange encore de temps en temps, ah oui, de plus en plus rarement. et au niveau de tout ce qu'on te dit, cette aura, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, c'est bon, je pense que je vais arrêter, il y a quelque chose qui t'a traumatisé ou qui t'a dit, faut vraiment que je prenne une pause à ce moment-là, quoi. Non, je suis un peu un staccanoviste de l'écriture, j'écris tous les jours de l'année, y compris les week-ends. J'ai pas pris de vacances depuis plusieurs années, et je suis passionné aussi par ce que je fais. Puis le fait d'écrire aussi permet, à mon avis, de mettre les choses à distance, en quelque sorte. Oui, c'est clair. Et à propos des tueurs, est-ce que tu as déjà reçu des objets destinés à rien qu'à toi, on va dire des cadeaux? Ah oui, oui, j'ai des tueurs qui m'ont donné, la plupart du temps, c'est plutôt des dessins, des peintures, des poèmes, des écrits, etc. Et est-ce que dans ces écrits, poèmes ou peintures, on peut ressentir leur folie ou une aura dedans? Oui, pour certains d'entre eux, oui, tout à fait, hein. C'est souvent des dessins à connotation macabre, mais parfois non. Il n'y a pas de règle établie, mais c'est plutôt des peintures et des dessins assez dérangeants. Y a-tu déjà, je sais pas si ça s'est déjà fait, honnêtement, mais as-tu déjà pensé à faire une exposition de tes propres objets ou même de ta collection, certains collectors, de tes romans ou quoi? Non, non, non. J'ai d'ailleurs dans mes logements précédents, tous ces objets, dessins, peintures ne figurent jamais dans mes appartements. C'était toujours dans les caves, les sous-sols. Je pense que je trempe déjà suffisamment C'est vrai qu'avoir ça devant son lit, quoi, c'est pas... mon site, mes pages Facebook dans ce domaine, l'écriture, les documentaires. J'ai pas envie non plus que ce soit présent devant mes yeux. Ah oui, ça c'est clair que ça doit avoir un effet. Oui, j'ai pas envie. Voilà. Je préfère avoir des plantes vertes. C'est clair que c'est largement mieux, quoi. Et à propos de ça, j'ai vu sur internet qu'il y a des sites spécialisés qui vendent à des prix mais excessifs tout ce qui est des peintures de John Wayne Gacy, des lunettes appartenant à BTK. Est-ce que c'est de l'intox? Est-ce que tu trouves ça moral ou non? Oh non, je trouve ça totalement immoral. Oui, c'est le phénomène qu'on appelle le murderabilia, des sites aux enchères, moi j'appelle ça des eBay du crime. En même temps, que peut-on faire pour l'empêcher? Moi, j'ai jamais dépensé le moindre centime pour avoir une quelconque œuvre au travers de ces sites internet. Oui, parce que je trouve ça totalement immoral de faire ça, que ce soit pour la famille des victimes ou quoi. Je veux dire,
C'est pas quelque chose qui est tout à fait normal. Et à propos des tueurs en série, comme on a pu voir sur notamment une des peintures ou un des dessins que tu avais montré de Gérard Schaeffer, où John Wayne Gacy avait signé dessus, est-ce que tu as déjà assisté à des moments, on va dire, un peu friendly entre différents tueurs en série? Alors non, c'était pas John Wayne Gacy, c'était Otis Toole. Otis Toole, oui, pardon, excuse-moi. Ouais, qui écrit coupe-moi-en une tranche. Oui, effectivement, c'est moi qui possède ce dessin. Oui, quelquefois, ils ont des interconnexions entre eux, comme je l'expliquais tout à l'heure, et notamment à un moment à Florida State Prison, il y avait pas loin d'une vingtaine de tueurs en série différents qui étaient incarcérés dans cette prison. Donc, quelquefois, suivant les bâtiments, pouvaient parfois se croiser. Il faut savoir aussi que certains tueurs en série ont mal fini, ont été tués par des coups d'éclus. Je pense notamment à Gérard Schaeffer, Oui. Jeffrey Dahmer, qui ont été assassinés en prison. Et d'ailleurs, c'était à cause de leur passé qu'ils ont été assassinés? Oui, tout simplement parce que ça va donner une certaine forme d'aura à celui qui les aura tués. Ah oui, ok, je vois. Et est-ce qu'on t'a déjà proposé de t'adapter à l'écran ou en livre ton histoire? Ouais, là, dans chacune des BD chez Glénat, j'apparais à chaque fois. Oui, c'est une forme d'adaptation, c'est clair. Oui, sous le nom d'Étienne Jallieu, c'est pas voulu de ma part, c'est le scénariste qui a eu cette idée. Et lorsqu'on fera des albums aussi sur Jacques Léventreur ou Gilles Deray, apparemment, je vais à chaque fois rencontrer le tueur en question, quels que soient les siècles concernés. D'ailleurs, Tu es un peu éternel là-dedans, dans Glénat. oui, mon pseudo dans les BD, c'est Étienne Jallieu. C'est un pseudo que j'ai utilisé pour 4 ou 5 de mes bouquins, parce que les habitants de Saint-Étienne, c'est les Stéphanois, il y a la ville de Bourgoin-Jallieu dans l'Isère. Ah oui. Et j'avais été mise en scène dans un excellent polar d'ailleurs de Jean-Luc Opel qui s'appelle Six Pack, où j'apparais en tant que libraire spécialisé des tueurs en série sous le nom d'Étienne Jallieu également. Et au cinéma d'ailleurs, c'est Bernard Fresson qui interprète mon rôle dans la version cinéma de Six Pack d'Alain Berberian. Ah oui. Et au niveau de tes conférences avec le Covid, est-ce que tu les fais en visioconférence, tu les fais toujours ou tu as mis une pause à toutes tes conférences? On a fait une pause, j'avais fait 26 villes pour l'univers des tueurs en série, on devait en faire 16 autres, et quelques-unes au Canada aussi, mais tout a été arrêté à cause Du Covid, oui, fatalement. Covid. Alors là, peut-être que ça va reprendre sous forme de streaming. C'est un projet qu'a ce producteur de faire des conférences par streaming. Voilà. Ah oui, ça pourrait être génial. Qui serait filmé dans un théâtre parisien. Mais pour le moment, c'est encore qu'un C'est un projet, ah oui. En tout cas... Là, tous les salons du polar ou salons littéraires, en Belgique c'est pareil, sont tous annulés les uns après les autres. Oui, au niveau de la culture, ça souffre. En tout cas, Oui. quand ça sera, on va dire, levé et que tu passeras à Lille, ce sera un plaisir même de faire une interview en vue à vue. Avec grand plaisir. Du coup, pour conclure cette interview, est-ce que tu peux nous représenter ce bouquin sur Ed Kemper sorti par Glénat? C'est sur le tueur qui est en quelque sorte la vedette, entre guillemets, de la première saison
tueur sur Netflix. C'est un tueur qui a commencé sa carrière criminelle en 1964 par le double meurtre de ses grands-parents, qui est ensuite interné dans un hôpital psychiatrique alors qu'il n'est pas schizophrène et autres pendant 8 ans, et à sa libération en 72, il tue 8 jeunes étudiantes, il va commettre des actes de nécrophilie, puis il tue sa mère et la meilleure amie de sa mère avant de se dénoncer aux autorités. En 73, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité puisqu'il n'y a plus la peine de mort à ce moment-là dans l'État de Californie. Et il est toujours vivant à l'heure actuelle. Physiquement, c'est un vrai monstre. 2 mètres 10, 130 kilos et un quotient intellectuel de 145 qui dépasse celui d'Einstein. J'avoue que c'est un tueur très très impressionnant parce qu'il est extrêmement bavard, il ne cache rien, les détails les plus sordides de ses crimes que nous ne montrons pas, fort heureusement, dans les détails les plus crus, les plus sordides dans la BD qui est parue chez Glénat, qui est d'ailleurs sorti il y a peu de temps. Oui, en janvier, fin janvier. Le 27 janvier, il s'appelle donc Edmund Kemper, l'ogre de Santa Cruz. Et as-tu un mot de la fin pour nos auditeurs? Le mot de la fin, c'est plutôt Cannibal Plaisir. Ce serait un peu compliqué de le contacter et qu'il nous fasse un jingle. Je dirais que le mot de la fin, c'est que, hélas, c'est un phénomène récurrent et on n'est pas prêt de voir la fin.